Bon, dans tout ça, je vous dis clairement, j'ai perdu ma dernière version de diaporama et j'ai récupéré une version précédente, mais ça pose pas trop de problèmes. Voilà, donc j'étais en train de parler de ChatGPT quand ça s'est coupé. Donc oui, ChatGPT, ça apporte des changements très intéressants. Je vous disais que certains chercheurs même déposent leur article sur ChatGPT et demandent s'il y a des améliorations à apporter. Et parfois, on y trouve de bons conseils, hein, et donc, c'est aussi une façon de voir les principes que peut poser un article avant de le soumettre à une revue. Après, il y a tout l'aspect des enregistrements qu'il peut y avoir que l'on ne maîtrise pas au niveau des serveurs informatiques de ChatGPT, mais ça, c'est aussi un problème et peut-être qui sera résolu. En tout cas, ça peut aussi aider à la décision clinique. J'ai vu moi-même que pour des analyses d'ordonnances, pour les interactions médicamenteuses, il y avait des choses qui étaient très intéressantes sur ChatGPT. Et aussi pour les diagnostics de maladies à partir de symptômes. Bon, j'ai essayé par exemple les symptômes de la sclérose en plaques. Et bon, il m'a donné le diagnostic euh, en deuxième choix. Donc, il peut y avoir aussi des améliorations diagnostiques hein, de recherche, avec diagnostic précoce de cancer, notamment dans les mammographies, avec l'intelligence artificielle. La médecine prédictive peut aussi en bénéficier. Il peut y avoir aussi des processus de découverte scientifique. Voilà. Donc, la connaissance scientifique permet d'expliquer le monde qui nous entoure et faire avancer l'humanité. Comment évolue-t-elle? Donc, il faut voir que les sciences évoluent. Des données qui sont acquises aujourd'hui peuvent ne pas l'être dans quelque temps. Hein, par exemple, si on prend la théorie de la lumière, au XVIIe siècle, donc, la lumière était considérée comme l'addition de deux perturbations ondulatoires. Avec Newton, elle est devenue un faisceau de particules chargées d'énergie. Puis, au milieu du 19e siècle, Maxwell explique que c'est une onde électromagnétique. Puis Einstein avance que ce sont des grains d'énergie, les photons, au début du 20e siècle. Et Louis de Broglie montre que ces photons sont dus à un changement de niveau des électrons. Donc, je veux dire que les théories scientifiques euh, conviennent à un moment donné de l'histoire de l'humanité, puis elles changent. On s'approche de plus en plus de ce qui est du réel. De même je prends là des grandes théories comme celle de la gravitation. Donc pour Aristote, c'était normal qu'un corps lourd rejoigne son lieu naturel qui est le centre de la Terre. Au 7e siècle, donc un Perse postule l'existence de forces d'attraction entre les corps célestes. Ensuite, Copernic avance sur l'héliocentrique et Newton dévoile sa loi sur la gravitation. Ensuite, c'est en 1915 qu'Einstein avance la relativité générale. Et, et puis maintenant, on attend la théorie quantique qui devrait bientôt sortir. Alors, comment se passe la construction des connaissances? On va revenir au XVIIe siècle hein, avec Bacon, qui, pour lui, il fallait observer la nature, les faits, être le plus neutre possible, le plus objectif possible, d'une neutralité totale, pas de théorie, pas de préjugés et, euh, et puis pouvoir sortir des constatations générales. Par contre, donc ça c'est l'axe que l'on a sur la gauche. L'axe qu'on a sur la droite, c'est si le scientifique est biaisé parce qu'il est aveuglé par ses préjugés ou ses théories, eh bien il va sortir une représentation biaisée de la nature et donc ça fausse son jugement. Voilà un petit peu, c'est l'observation qui était déterminante dans la production des connaissances scientifiques au XVIIe siècle. Voilà, c'est un peu la démarche de cette image humoristique où Bacon dit: «Je ne crois que ce que je vois». Et on lui répond, au XXIe siècle, on lui répond: «Mon pauvre ami, ça ne suffit pas».
parce qu'il y a des tas de choses que l'on ne voit pas et qui pourtant font partie des théories scientifiques, comme les particules, les électrons. Personne n'a jamais vu d'électrons, hein, et pourtant c'est quelque chose sur lequel se basent beaucoup de nos théories. Mais Bacon avait raison à son époque, parce qu'il fallait sortir de l'obscurantisme du Moyen Âge, de ce qu'on appelait la vérité révélée. Ça veut dire que les, les traditions ou les religions avaient une définition de ce qu'était la nature et il ne fallait pas s'y opposer. Et donc, par rapport à ce qu'on appelle la vérité révélée, issue des religions, si vous voulez, Bacon a montré que c'est l'observation qui doit définir des conclusions sur la nature et pas du tout ce que la Bible peut nous en dire, quoi. Et donc, l'induction, ce phénomène d'induction donc, que développait Bacon, se fait à partir d'observations de cas particuliers. Et, euh, et donc, le, le scientifique ne doit pas postuler quelque chose qu'il n'a pas déjà constaté. Et pourtant, les théories scientifiques peuvent ne pas être observables. Comme je vous le disais, la relativité, les particules, tout ça, on ne l'a jamais observé. C'est juste des théories. Euh, et on forme des lois universelles. Donc, si vous voulez, Karl Popper, en 1934, a montré que la méthode inductive avait ses limites dans les sciences de la nature et que série d'observations, aucune série finie d'observations ne peut permettre d'affirmer l'universalité d'un phénomène observé et que les découvertes se fondent sur la méthode expérimentale hypothéco-déductive. On va y revenir. Et les essais cliniques randomisés et contrôlés en sont une application. On va revenir sur cette approche hypothético-déductive. Euh, Donc, comment la connaissance scientifique s'est élaborée, Popper? Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Les scientifiques sont confrontés à certaines observations inattendues et cherchent des Vamos explications. assim, quem confiança, quem acredita diretamente. Est-ce que c'est possible de Ouais, fermer Sani. vos micros, s'il vous plaît? Voilà, les scientifiques sont confrontés à certaines observations et cherchent une explication. Ils imaginent une théorie à partir de leurs observations qui permettent d'expliquer ces observations. Ils en tirent surtout des prédictions qui seraient valides si la nouvelle théorie est valide et ils mettent à l'épreuve ces prédictions, ce qui permet de vérifier la théorie. On va y revenir avec des exemples concrets hein, un peu plus tard, mais je vous explique d'abord le processus. Donc, les raisonnements hypothétiques et déductifs donc, consistent donc à émettre une hypothèse à partir de l'observation d'un fait et voir quelles conséquences logiques devrait avoir cette hypothèse. Et de ces conséquences logiques, il faut chercher si elles existent ou pas, si elles sont valides ou pas. Et si elles sont valides, ça confirme l'hypothèse. Et si elles ne sont pas valides, ces conséquences logiques, et bien à ce moment-là, l'hypothèse est réfutée. Donc, si vous voulez, actuellement, la démarche scientifique aujourd'hui au XXIe siècle, c'est celle-ci. À partir d'observations passées, on envisage une hypothèse, une théorie, une hypothèse. On en déduit des prédictions de l'hypothèse et donc on vérifie si ces prédictions se réalisent par une épreuve, par une recherche. Et si elles se réalisent, on corrobore l'hypothèse, on la valide. Sinon, l'hypothèse est rejetée. Voilà un petit peu comment se passe la production scientifique à partir du XXe siècle. Ne redémarrez pas votre ordinateur. Windows a détecté. Euh, donc, la sérendipité, c'est aussi un processus qui permet de faire avancer la recherche. Ce qu'on appelle la sérendipité, c'est tiré de l'histoire d'un conte oriental, hein, et c'est pour ça le terme sérendip est là-dedans. Voilà le processus, et c'est un peu ce qui est arrivé à Fleming, c'est-à-dire un événement déclencheur peut donner une idée
tout à fait sans rapport avec l'événement déclencheur, sans rapport avec ce qui se passe habituellement, et, et en tirer quelque chose de concret. Alors, un exemple particulier, par exemple, la découverte de la pénicilline. La découverte de la pénicilline, Fleming avait fait des boîtes de pétri où il avait cultivé des staphylocoques. Il s'est absenté à midi, il est allé s'acheter un sandwich au fromage. Et il est revenu, il a mangé son sandwich au fromage au laboratoire, il a fait tomber des miettes de fromage sur des boîtes de pétri. Le lendemain, quand il est revenu, il a vu qu'une moisissure avait poussé autour des fromages et avait détruit les staphylocoques. Et donc, il aurait pu se dire, bon, ben, tant pis, je vais jeter ces boîtes et en refaire d'autres. Et non, il a pensé qu'il fallait exploiter ça et rechercher pourquoi les staphylocoques avaient disparu. Et c'est comme ça qu'à partir de cette moisissure, il a découvert la pénicilline, le pénicillium. De même pour Einstein, pour la relativité générale. Donc Einstein avait seulement émis une hypothèse de la relativité générale. Ça permettait d'expliquer ce qui se passait dans l'orbite de Mercure, qui ne suivait pas les lois de Newton. Et, mais bon, personne n'y a cru à sa relativité générale, hein, E égale mc2. Et donc, c'est resté comme ça, quelque chose, une hypothèse contestée. Euh, un chercheur anglais qui s'appelle Arthur Eddington a voulu vérifier la validité de la thèse, de l'hypothèse d'Einstein. Et, et si Einstein disait vrai, le rayon lumineux des étoiles pouvait être détourné dans l'univers, par exemple par une masse importante comme celle du Soleil. Et donc, on verrait donc nous l'étoile à un endroit où en réalité elle n'y est pas. Ouais. Et donc, il a profité d'une éclipse solaire qui était complète au niveau de l'Afrique du Sud, et il a pu prendre en photo une étoile à côté du Soleil puisque le soleil était masqué par la lune et donc ça permettait de prendre une photo et de voir l'étoile à ce moment-là, puisqu'il était dans l'obscurité. Et, euh, et donc de constater que l'étoile était à un endroit où elle n'était pas attendue, hein, parce que son rayon lumineux était détourné par le soleil. Et donc, de fait, ça confortait la théorie de la relativité d'Einstein, comme quoi l'univers n'est pas uniforme et subit des sortes d'ondulations liées à la présence des corps célestes. Pardonnez-moi, docteur Borges, est-ce qu'on pourrait un petit peu avancer parce que, je suis à veille de perdre mon lien. Ah, Le lien euh, est à veille de se terminer, donc s'il vous plaît, si vous êtes combien de capable temps? d'avancer un peu plus vite, ça serait agréable. Merci. J'ai combien de temps? Oh, écoutez, 15 minutes, gros maximum. D'accord, donc je vais Et aller on veut très vite. avoir un petit peu de questions aussi, là, parce que les gens ont commencé à quitter d'une façon accélérée aussi. Bien sûr, d'accord. Donc, si vous voulez, la science moderne abandonne cette neutralité passive de Bacon et on se met donc à partir sur des expériences qui sont liées à des hypothèses. Donc, euh, je vais passer donc là-dessus. Si vous voulez, j'ai des exemples là d'hypothèses. Par exemple, je vous cite un exemple juste de ce que j'ai pu faire. Un dénommé Post, un Américain Post, avait dit euh, que le niveau des daltonistes dans le monde était différent à différents endroits de la planète, de la Terre, parce que c'était lié à l'acquisition de l'agriculture par l'humanité, le développement du daltonisme. Et j'ai voulu valider cela en cherchant en Afrique sur des peuples qui n'avaient pas acquis l'agriculture et d'autres qui l'avaient acquise depuis des milliers d'années. J'ai pu comme ça valider ce qui disait que et effectivement, le daltonisme était plus faible chez les populations qui n'avaient pas acquis l'agriculture. Je passe là-dessus. Euh, donc, on assiste quand même à des changements très importants à partir du XXe siècle. Je vous en ai parlé. Je vais passer pour aller vite. Auparavant, on pensait que
il suffisait de connaître les mécanismes des maladies pour en déduire des traitements. On s'est rendu compte que c'était absolument pas valide. Si vous voulez, la caricature de de l'approche mécaniste, d'une efficacité qui est reconnue d'un produit et qui permettrait de détruire des microbes, c'est le cas de l'eau de Javel qui était prôné par Donald Trump pour guérir du coronavirus. De même qu'il proposait, comme l'exposition au soleil détruit les virus, il proposait que les rayonnements ultraviolets une exposition à fort de rayonnements ultraviolets pourrait guérir les patients du Covid. Euh, donc, je passe là-dessus, donc sur les attitudes, j'arrive à la complexité des systèmes de santé. Donc, on aboutit avec cette complexité des systèmes de santé à une certaine gestion de l'incertitude qui s'est fait avec les probabilités, donc les outils statistiques, qui permettait de passer du paradigme d'explication à un paradigme de prédiction, c'est-à-dire que on pouvait maintenant non seulement s'orienter sur l'explication, disons l'étiologie des maladies, mais on pouvait aussi s'en passer et chercher des facteurs de risque des maladies, et donc comme cela contrôler ces maladies par la prévention et par l'intervention contre les facteurs de risque. La production de la connaissance médicale devient collective et scientifique. Si vous voulez, c'est quelque chose que je dois communiquer bientôt au congrès de Sousse Dallas du 12-14 juin prochain, où je montre que à partir de 1994, les revues systématiques deviennent dominantes comme mode de publication, comme type de publication scientifique sur Medline, alors que les études de cas stagnent et sont doublés à partir de 1994 par les revues de la littérature. Et les essais cliniques augmentent eux aussi, hein, donc c'est en orangé, les essais cliniques, et les revues et donc en jaune, on a les revues systématiques elles-mêmes et les méta-analyses en bleu. Là, ce sont les revues de la littérature globalement, c'est-à-dire y compris les revues systématiques. Et donc en pourcentage, là c'était en effectif ce que je vous présentais, en pourcentage, on voit réellement l'importance des revues de la littérature dans la publication scientifique sur Medline au fur et à mesure des années. C'est entre 1960, sur les 50 dernières années, j'ai étudié ça. Et puis la chute des études de cas et des séries de cas. Et les essais cliniques qui restent relativement constants. Voilà. Donc, ça montre que le partage des connaissances, d'une part, est plus interactif et d'autre part, il devient collectif parce que ces revues systématiques et les méta-analyses sont un travail collectif puisqu'on reprend les publications, on fait la synthèse de plusieurs travaux de publication de plusieurs équipes. Et donc, on part d'une hypothèse que l'on valide de cette façon-là. Donc, on a abordé vraiment là dans la médecine une démarche beaucoup plus scientifique qu'auparavant. Donc, la médecine devient vraiment une science parce qu'elle suit tout à fait maintenant les préconisations de Popper, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse et on recherche à la valider par des constats et ensuite, si elle est valide, si les constats sont valides, l'hypothèse est validée. Voilà, donc elle devient beaucoup plus collective dans son approche. Euh, voilà, je vais passer là-dessus. Et donc, la recherche qualitative aussi, bon, je parlais principalement de la recherche quantitative jusqu'à présent. La recherche qualitative est aussi quelque chose d'important, hein, elle permet de comprendre de manière approfondie les phénomènes sociaux, culturels et psychologiques. C'est un peu la démarche d'observation qu'avait Francis Bacon, donc au XVIIe siècle, mais contrairement à l'inductivisme de Francis Bacon, elle cherche à, à comprendre de manière approfondie les cas particuliers de chaque cas et de ne pas tirer des lois générales. Donc, ça permet donc de mieux comprendre la société et les relations entre les humains. Et le problème, c'est que l'observateur est lui-même l'instrument d'observation. Et, et donc, les résultats peuvent être un peu biaisés par ce côté-là, mais elle permet de comprendre
les adhérences au traitement, la qualité de vie des malades, des dynamiques complexes comme les obstacles au changement, ce qui peut influencer les pratiques cliniques, le vécu des patients et des aidants, beaucoup d'enjeux comme ça. Voilà, donc j'ai fini par la première partie. Je vais aller assez vite maintenant sur ce qui se passe aux USA parce que c'est quand même important d'en parler. Donc, le gouvernement des USA actuellement s'oppose à la diversité, à l'équité, à l'inclusion, à la pollution, à la protection de l'environnement. En février 2025, la Fondation nationale pour la science, c'est-à-dire l'organisme qui finance les travaux scientifiques aux USA, a indiqué 120 mots à bannir pour les financements, pour les projets, parce que les financements seraient refusés dans ce cas-là. Les cibles, c'est le mouvement woke. Ce mouvement est accusé de favoriser des personnes non qualifiées et non méritantes, puisqu'il il veut montrer les injustices que subissent les minorités. Euh, la cible, c'est aussi le changement climatique et les pollutions. Et la cible, c'est aussi les universités qui détiennent des vérités qui dérangent. Alors, parmi les mots interdits dans les travaux scientifiques aux USA depuis ce mois-ci, c'est femmes, équité, antiracisme, diversité, avocat, biais, noir, indigène, personnes de couleur, égalité, discrimination, etc. Donc, il y a beaucoup de mots, je ne vais pas tous vous les citer, mais ce qui se passe aussi, c'est que vis-à-vis des prises de position aux USA, le CDC, donc le Centre d'épidémiologie d'Atlanta, a eu 3000 pages supprimées sur son site web. L'administration de la toxicomanie a eu 150 pages supprimées. FDA, donc l'Agence des médicaments, a aussi toutes les pages qui concernent la diversité supprimées. Des coupes budgétaires dans les universités. On a parlé de l'Université Columbia, mais il y en a d'autres. Harvard aussi est sous la coupe. Ont des budgets qui sont supprimés. Ensuite, dans les bases de données scientifiques, le CDC aussi a dû supprimer beaucoup de bases de données. Le ministre de la Santé propose que l'épidémie de grippe aviaire se développe et ce qui risque d'aboutir à des mutations facilitant l'accès aux humains. Il veut supprimer la vente des inhibiteurs de recapture de sérotonine, type le Prozac, qui pourtant a permis de diminuer le taux de suicide aux États-Unis. Des menaces contre l'agence des USA équivalente à Météo France, la fermeture des bureaux de justice environnementale qui surveillaient les risques de pollution dans les quartiers défavorisés. On a des licenciements massifs, donc 1900 salariés au NIH qui produit PubMed, hein. Euh, L'agence météorologique, 1300 salariés supprimés. La NASA, 23 salariés. Le CDC, donc l'organisme d'épidémiologie aux États-Unis, 750 salariés licenciés. La FDA, donc l'agence des médicaments, entre 700 et 1300 salariés. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aux USA? Il y a une influence convergente de deux pôles de décision politique actuels, les dirigeants économiques et le courant conservateur nationaliste évangélique, qui constitue un quart de l'électorat et qui a voté Trump à 84%. Les dirigeants économiques, pourquoi font-ils pression comme ça? C'est qu'ils craignent que l'effet scientifique conduise à un blocage de la révolution technologique et limite la compétitivité américaine, puisqu'on envisage des forages, qu'on envisage d'accentuer la pollution et de ne pas se préoccuper du changement climatique. Les licenciements massifs peuvent aussi ouvrir des créneaux pour les secteurs publics, pour les secteurs privés, par contre. Voilà. Les conservateurs évangéliques, eux, expriment un repli identitaire et veulent appliquer leur réinterprétation de la Bible, donc vérité révélée comme au Moyen Âge, contre la science et contre le courant woke. Voilà, les moyens qu'utilisent les populistes contre la science et contre le statut de la vérité, c'est un petit peu comme dans le roman 1984 de George Orwell. Les dirigeants suppriment des mots du langage pour en servir à les critiquer. On a aussi la post-vérité ou vérité alternative. Ce sont des affirmations de convenance ayant plus d'influence sur l'opinion publique que les faits objectifs qui les contredisent. On a la vérité révélée. Ce sont des affirmations construites à partir de dogmes religieux. Et puis le complotisme est favorisé par la tendance à accepter ce qui convient à chacun, ce qui est facile à comprendre. Euh, et les populistes ont un intérêt à alimenter le doute contre la science. Voilà, donc ce qui est recommandé, c'est d'avoir l'esprit scientifique, curiosité intellectuelle, esprit critique,
rejet des autorités extra-scientifiques, honnêteté, sincérité. Et enfin, ma dernière diapo, c'est pour vous présenter un peu ce qui me semble nécessaire à suivre dans les formations, et c'est ce que j'organise moi-même, c'est la recherche biographique, c'est très important, la lecture critique, la gestion de sa documentation avec un logiciel comme Zotero, les schémas d'études, comment on les utilise, savoir monter un fichier informatique pour une étude, calculer sa taille d'échantillon et puis faire de l'analyse statistique. Voilà, j'ai fini. OK, je viens de réactiver mon micro. Vous pouvez cesser le partage. Oui, Ben, ça y est. merci beaucoup pour cette conférence qui a été interrompue d'une façon assez brutale et involontaire. Écoutez, il reste très peu de temps, il reste environ 10 minutes. Est-ce que il y a des questions dans la salle? Moi, sur le chat, là, avec tout ça, j'ai perdu tout ce qui était dans le chat précédent. Il y avait des questions, donc je m'en excuse, mais je suis pas capable d'ouvrir les deux en même temps. Là, sinon, le système, il va avoir un petit peu de misère. Ben, écoutez, je vois pas de questions. Puis avec tout ça, ben, moi, j'en avais, mais j'en ai perdu le fil. Donc, je m'en excuse. Je vous remercie très Oui, sincèrement, très chaleureusement. Étienne, tu veux dire un mot avant que je donne le mot de la fin? oui, oui, je veux bien. Enfin, tout d'abord pour vous remercier pour votre exposé qui était très riche, avec cette coupure absolument invraisemblable, mais ça, vous n'y êtes pour rien, nous non plus. Et, et il y a quand même la piste du croisement avec WhatsApp. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose, mais enfin, effectivement, qui sait, croisement de deux logiciels peut parfois créer des problèmes. Enfin bon. Mais enfin, c'était inattendu. En tout cas, un grand merci pour votre exposé qui était très riche. Et simplement pour rebondir sur ce que vous disiez à la fin, à propos de ce qui se passe aux États-Unis actuellement, il suffit de lire Nature, par exemple. Je ne lis pas toute la presse américaine, mais dans Nature, toutes les semaines, il y a des encadrés sur ce qui se passe et ça ne s'arrange pas. Ça va plutôt, disons, dans le mauvais sens, en s'aggravant. Est-ce que, comment pensez-vous que ça va évoluer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réaction des scientifiques? Il y en a une, mais qui reste quand même assez faible. Tout le monde ne lit pas Nature toutes les semaines. Euh, je ne sais pas si, il y aura une réaction des scientifiques, puisque actuellement on assiste plutôt à une fuite C'est vers vrai. d'autres pays, hein, notamment la France est engagée à accueillir certains scientifiques. Euh, il me semble qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés, c'est pas uniquement scientifique. On voit actuellement ce qui se passe au niveau des fuites sur la sécurité de l'État américain, hein, par exemple, tout récemment. Euh, il y a des maladresses politiques évidentes sur d'autres sujets, comme sur les taxes douanières, etc. Et donc, je pense qu'à un moment, tout ça va aboutir à un écroulement de la notoriété du gouvernement actuel et que il y aura peut-être quelque chose qui sera changé au niveau politique. Je sais pas si les scientifiques, j'ai pas l'impression actuellement qu'il y a une grande mobilisation du côté des scientifiques aux États-Unis, hein, plutôt une fuite. Yves, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je sais pas. Moi, je veux dire, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis juste au nord de la frontière. Et de façon très générale au Canada, il y a une réaction anti-USA qui se traduit. Euh, c'est pas nécessairement du côté scientifique en ce moment. À l'Université Laval, on n'a pas senti encore le contre-coup, mais ça s'en vient. Mais sur plusieurs aspects commerciaux, chez nous, les ventes de Tesla sont en dégringolade. Elles ont baissé de 90%. Les gens achètent presque plus sur les plateformes américaines comme Amazon, etc. Il y a un boycott général. Donc, il y a certainement une réaction qui se fait dans le public et qui va impacter, je coupe le son de Monsieur Paul,
et qui va certainement impacter. Maintenant, au niveau de la science et tout, je suis au conseil universitaire de l'Université Laval. Je sais qu'il y a des comités qui ont été mis en place pour voir justement dans quelle mesure, au niveau scientifique, au niveau universitaire, ça pourrait se jouer. Mais je peux pas en dire plus en ce moment parce qu'on est encore, je dirais, à l'état de l'élaboration de la on regarde qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Au niveau des subventions de recherche, c'est évident que ceux qui ont des contrats avec les Américains sont affectés. Mais les budgets pour la recherche canadienne via les organismes nationaux canadiens, en ce moment, ne sont pas affectés. Donc voilà pour ça. Écoutez, il me reste 3 minutes. Juste pour... J'ai juste une information à donner. Il y a longtemps, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Postmodernisme et pseudosciences. Je sais plus de qui c'est, mais j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Oui, effectivement, les fake news, le pseudo de tout ce que vous voudrez en ce moment, on en est. Nous, ici au Canada, il y a une rumeur qui circule que pour avoir la vraie nouvelle, il faut que tu la lises dans trois, quatre endroits différents. Parce qu'on ne sait pas quelle est la vraie nouvelle, on ne sait pas de quelle façon elle a été changée ou trafiquée ou ce que vous voudrez. Donc, ça devient extrêmement difficile de savoir, de tirer ce qui est vrai du faux, puis ce qui est vrai du fake. C'est pas, c'est pas du tout évident, mais comme disait quelqu'un, je me souviens pas de son nom, la dernière fois c'était passager, mais là on est dedans pour au moins 4 ans. En tout cas, ce que je peux dire, c'est Mm. hier, j'ai rencontré des dirigeants de l'INSERM. Le nombre de candidats chercheurs qui veulent venir en France est énorme. Ça a été multiplié par, je ne sais pas dire, 3, 4, 5. Il y a énormément de demandes. Parce que des gens qui devaient aller aux États-Unis en particulier et qui ne peuvent plus y aller à la rentrée prochaine. On est dans la période d'admission et de choix, de décision pour l'avenir, pour l'année prochaine. Tout à fait. J'ai pas les chiffres au Canada, mais je suis certain aussi que les demandes, par exemple à l'université, du côté de la recherche, du côté aussi du premier, deuxième et troisième cycle, je suis à peu près certain que ça va bondir aussi parce qu'il y avait des gens qui voulaient aller aux États, aux Mhm. USA, mais qui vont revoir leur choix. Écoutez, je m'excuse devant tout le monde pour couper si vite, mais il me reste 3 minutes, 2 minutes pour faire les annonces. Écoutez, encore merci à Monsieur Da Silva. Je m'excuse de tout ce problème de coupure et d'intrusion involontaire. La semaine prochaine, comme vous savez, nous avons ce qu'on appelle la science en devenir. Donc, ce sont des étudiants, des jeunes chercheurs doctorants et postdoctorants qui viennent non pas nous présenter leurs résultats, mais leurs diagrammes de recherche, comment ils ont construit leurs questions de recherche. Et la semaine prochaine, nous aurons un jeune homme qui vient de la région de Tours, Monsieur Thomas Villeneuve. Donc, ceux qui Toulouse. étaient Toulouse. C'est Toulouse. Toulouse, excusez, Toulouse. Donc ça, c'est pour le 20, c'est pour le 3. Le 10, nous aurons encore une fois une jeune chercheuse de bonne mémoire. Je crois qu'elle est de la Suisse. Oui, elle est de Genève. Et donc, qui va venir nous parler aussi. Et j'aime bien son titre. Savons-nous ce qu'est un esprit critique? Pour ce qui est de M. Villeneuve, c'est plus un projet en sciences biomédicales. Madame Céline Schapper, que savons-nous? Savons-nous ce qu'est un esprit critique? Suivra après ça, le 8 mai, le doyen chez nous, Monsieur Julien Poitras, qui va nous parler de la délocalisation des facultés de médecine dans leur territoire. Chez nous, on en a fait la preuve que ça fonctionnait. Et donc, il va venir il va venir vous parler de ça. J'arrête là pour l'instant. Il me reste 30 secondes. Encore mille merci. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite pour éviter d'avoir des soucis.